Alors, bonjour tout le monde. Je veux revenir évidemment ce matin sur un reportage important, mais surtout troublant de Radio-Canada, le journaliste Thomas Gerbet, qui nous apprend essentiellement que le gouvernement est à la chasse aux lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte qui a alimenté la vérificatrice générale, donc cette semaine a été marquée par des révélations qu'on connaissait, mais qui étaient plus graves qu'on croyait en matière d'incompétence et en matière de manque de prudence dans le dossier Nordvolt. Or, ce qu'on comprend des révélations de ce matin sur le plan éthique, c'est que la première ministre et ce gouvernement de la CAQ, non seulement n'a pas mis ses énergies à voir ce qui pouvait être corrigé par rapport à tout ce qu'on a appris de dilapidation publique dans Nordvolt, mais a décidé de mettre ses énergies sur une enquête de police pour trouver qui avait été le lanceur d'alerte. Et rappelons qu'un lanceur d'alerte, ce n'est pas de la corruption, c'est en fait essentiel au fonctionnement de la démocratie. Il y avait une motion unanime de l'Assemblée nationale votée en 2019 qui rappelait le rôle des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'a fait la CAQ? Qu'est-ce qu'a fait Christine Fréchette? C'est pas de se remettre en question par rapport à la dilapidation dans Nordvolt, mais de lancer une enquête qui politise l'UPAC. Là. On donne une commande politique à l'UPAC. Et il y a une implication politique, on le sait, parce que la première ministre a annoncé le congédiement de la personne en question avant que le congédiement ait lieu. Ce qui est absolument impossible, à moins que le politique, la première ministre elle-même, soit impliquée dans la démarche de congédiement de cette personne-là. Donc, Christine Fréchette, ce matin, doit s'expliquer. Et c'est très grave sur le plan de l'éthique, à savoir, comment peut-elle justifier que sa priorité, lorsqu'on attribue des milliards de dollars qui sont dilapidés, qui s'envolent en fumée, sa priorité, c'est d'appeler la police pour savoir qui a été lanceur d'alerte. Elle doit nous dire pourquoi sa priorité, ce ne serait pas plutôt de faire en sorte que de tels gaspillages ne se reproduisent plus. Et rappelons à ce titre que Christine Fréchette, lorsqu'elle était à l'économie, donc ministre de l'économie, elle a été plus dépensière que Pierre Fitzgibbon. Si une telle chose est possible, là, lorsque vous mesurez le nombre de subventions octroyées tout azimut pour la période de temps, elle dépensait plus que Pierre Fitzgibbon. Donc, des questions très troublantes sur le fonctionnement même du Parlement, je dirais, parce que un lanceur d'alerte ne devrait pas faire l'objet de commandes politiques et d'enquêtes policières qui sont demandées par le politique. Est-ce que le gouvernement du Parti québécois changerait les lois pour permettre aux fonctionnaires, par exemple, de communiquer aux médias sans crainte de représailles? On peut considérer quel encadrement juridique le permettrait, mais juste dans le cadre actuel, c'est complètement impensable que le politique passe une commande à l'UPAC pour trouver qui est le lanceur d'alerte. Là. Et le prix politique, à mon avis, sera élevé parce que éthiquement, c'est absolument indéfendable. Et ça parle de la CAQ dans ce qui est prioritaire pour elle, c'est-à-dire son image. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut considérer, c'est juste, je n'ai pas en tête exactement qu'est-ce qui peut être ajouté, mais le principe existe déjà qu'un lanceur d'alerte ne peut pas être persécuté par des commandes politiques à travers, par exemple, l'UPAC, parce que ça implique aussi la politisation de l'UPAC, ce qui est très dangereux. Les gestes que le fonctionnaire à qui on reproche qu'il a perdu son emploi, il va contester, là, mais le geste qu'il a posé, c'est-à-dire de donner des documents à un journaliste, est-ce que vous croyez que ça devrait être pénalisé par une perte d'emploi? Non. Et normalement, la source est protégée. Donc là, ce qui se passe, c'est que le politique dit, OK, moi, je vais mettre l'UPAC pour essayer de trouver c'est qui. Donc, est-ce qu'il y a un encadrement? Mais un encadrement de base, c'est que les tribunaux, à mon avis, risquent de réinstaurer cet employé-là dans son emploi. Mais l'autre... C'est le politique que le bureau de la première ministre a demandé cette enquête à l'UPAC. C'est quoi votre... Ce qui est frappant, moi, je me fie sur le papier publié par M. Gerbet dans Radio-Canada. Clairement, le politique détient de l'information qui n'existe pas au moment de le dire. C'est spécial, là. La première ministre dit « cet employé-là a été congédié ». Il ne l'est pas. Et non seulement il n'a pas été congédié, il n'a pas été rencontré pour donner sa version des faits. Donc, on est devant vraisemblablement une commande politique parce qu'un congédiement, lorsqu'il y a cause, ça vient avec l'obligation d'entendre la version de l'employé, de mener le processus. Comment est-ce que la première ministre a pu savoir
et penser que le congédiement avait déjà eu lieu ou allait avoir lieu. Il faut que le politique soit impliqué. Le cas, M. Plamondon, là, ce qu'elle a expliqué la première ministre la première fois, c'est qu'il y a une enquête qui était ouverte. Elle ne savait pas que c'était le secrétaire général qui avait ouvert l'enquête, David Bahan. Et elle a dit que par le passé, il y a un autre employé qui a été congédié pour une situation similaire en ne sachant pas si cet employé-là serait congédié. Dans le papier de Thomas Gerbet, il affirme que Je parle de ce que la première cet ministre employé-là... a dit. Oui, mais évidemment, mais c'est la même chose. Non, mais elle était devant vous, là. Vous vous rappelez, c'est au crédit qu'elle a parlé de ça. Là. Exact. Vous vous rappelez de mon sourire, là. Oui, mais alors... Non, là, mais vous vous remettez- rappelez de la scène épique, là, pour ceux qui aiment un peu la C'est ma politique. question. Oui, je Vous... Désolé. Donc, vous remettez en cause ce que la première ministre vous a dit, vous a donné comme explication lors des crédits. J'invite la population à regarder cet extrait-là, où la première ministre tente de me faire croire qu'elle n'a aucune idée de qui a déclenché une enquête pour trouver qui a coulé le courriel de son ministre des Finances. Et c'est cette scène surréelle où elle regarde le secrétaire général en riant, puis il se regarde comme si le secrétaire général ne parle pas à la première ministre. Voyons. Et ça, là, pour vulgariser, le secrétaire général est en contact constant avec la première ministre. Parce qu'elle parlait d'un autre congédiement. Ce que vous affirmez ce matin, c'est que cet employé a été congédié. Celui dont on parle ce matin, on ne parle pas de l'autre, parce qu'il y en a eu deux. Là. Moi, je me fie à l'enquête journalistique qui démontre qu'il y avait connaissance de Christine Fréchette de faits qui étaient en fait encore non annoncés, même à l'employé lui-même. Donc, il y a forcément une implication politique. Une des choses qui m'étonne dans le texte de ce matin aussi, c'est que l'Assemblée nationale ait retiré un extrait vidéo enregistré ici même. Je n'ai pas souvenir de précédent. Est-ce que vous partagez mon étonnement? Oui, on en a discuté ce matin. Maintenant, on posait la question, quelles pourraient être les raisons d'un geste comme celui-là? Donc, est-ce qu'il y a des questions juridiques qui peuvent l'expliquer ou est-ce qu'on est forcément... Donc, je ne suis pas en mesure d'être aussi affirmatif sur l'implication politique découlant d'un geste comme celui-là. Est-ce qu'il y a des considérations juridiques ou autres? Mais est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est anormal? C'est définitivement anormal. Vous le saviez? Est-ce que, à votre connaissance, c'est quelque chose qui s'est retrouvé à l'ordre du jour du BAN? Pas à ma connaissance, non. Parce que l'image aurait pu être brouillée, par exemple, là, de l'image du document, sans que la vidéo soit retirée. On en a discuté ce matin. On va vous revenir si on est plus solide sur la compréhension des faits, mais sur ça, il y a des choses qui nous échappent un peu. Vous allez poser des questions à l'Assemblée nationale. Exact. Laissez-nous faire du travail avant de vous revenir sur cet aspect-là. Mais l'autre aspect est vraiment grave, là, parce que ça soulève aussi la question, mais comment, si jamais un gouvernement est devant des lanceurs d'alerte qui disent « on est en train de pelleter de l'argent par les fenêtres puis de gaspiller des fonds publics », comment est-ce qu'on peut se retrouver avec l'UPAC qui enquête là-dessus? Clairement à des fins politiques, parce que ça veut dire que le politique n'est pas content d'avoir des gens qui lancent un signal d'alarme, alors qu'on le voit, ça a permis d'alimenter le rapport de la vérificatrice générale. Qu'est-ce que l'UPAC vient faire là-dedans? Mais je reviens sur la question de la vidéo. Vous avez l'air d'être moins choqué. Je veux dire, pour vous, il peut y avoir des raisons légitimes de retirer une vidéo d'un parlementaire à l'Assemblée nationale? En principe, non, mais laissez-nous essayer de prendre toutes les pièces de ce casse-tête-là avant d'être catégorique. Alors, Vous jamais arrivé de faire appeler par la première ministre pour vous dire on va retirer une de vos vidéos? Non, juste... Non, mais je viens quand même de dire que c'est anormal. Ministre, là, et que vous vous retrouvez dans la situation de Mme Fréchette où il y a un autre parti qui sort des documents sur une entreprise privée cotée en bourse et que là, cette entreprise-là appelle le gouvernement en disant « Écoutez, comment ça se fait que ces informations-là circulent, ça a des incidences en bourse, etc. » Vous faites quoi? C'est-à-dire que la fonction publique doit remplir certaines obligations de fonctionnement, parce qu'en effet, sinon, certains dossiers sont impossibles à mener. Mais est-ce que c'est aux politiques de passer des commandes et d'intervenir? Est-ce que le politique devrait être impliqué au point d'être au courant de choses qui n'ont pas eu lieu? C'est là que
il doit y avoir une certaine séparation, là. Vous pensez que c'est Mme Fréchette qui a demandé une enquête de l'UPAC? Tout ce que je sais, suivant sur le papier de ce matin, qui est suffisamment troublant, c'est qu'elle sait un congédiement qui, en fait, n'a pas eu lieu, pour lequel l'employé n'est même pas rencontré. Donc, ça présuppose qu'il y a une intention préméditée de congédier cette personne-là, puis qu'il y a juste un glitch dans la compréhension d'on est rendu où dans ce dossier-là. On va revenir sur le... Je veux juste finir là-dessus. Le temps file, là. Oui, mais vous dites cet employé-là peut gagner sa cause devant les tribunaux, être réintégré. Est-ce qu'il y a une volonté du côté du Parti québécois de peut-être demander qu'il y ait quelque chose qui soit fait à l'Assemblée nationale pour qu'il soit réintégré? Non, parce que ça, on l'a déjà eu avec les motions, là. Donc, on n'est pas un tribunal de justice, puis il n'y a pas de garantie d'équité procédurale, de justice naturelle. Il y a des tribunaux pour ça. Ce que je vous dis, c'est qu'en toute vraisemblance, s'il n'y a pas d'autres faits manquants, il y a des bonnes chances que les tribunaux se penchent là-dessus et disent vous avez complètement manqué à vos obligations d'équité. Vous n'avez pas entendu l'employé. Il y avait clairement une commande quelque part. Et au final, cet employé-là doit donc être réinstauré dans ses fonctions. Donc, moi, en toute vraisemblance, les tribunaux ont leur travail à faire, mais ce n'est pas l'institution de l'Assemblée nationale qui peut faire ce travail-là. On l'a déjà, notamment dans l'affaire Michaud, là, on a déjà traité de ça. Aussi, le chef du Parti conservateur du Québec a été questionné là-dessus et lui-même reconnaît que votre position, finalement, dans ce dossier-là, elle est très conservatrice. Elle n'est pas conservatrice, elle n'est pas progressiste non plus. Vous avez la même position que les conservateurs, à l'évidence. Oui. Et puis? En quoi? Je veux dire, il s'agit de 200 milliards de dollars. Mais ce chiffre-là, monsieur, cette mandat, il n'existe pas nulle part. Oui, il existe. Ben oui, il existe dans la bouche de M. Garon. Exact. Mais c'est tout. Il n'a pas été corroboré par personne. Non, hier à LCN, un expert vient dire, moi, j'ai pris la moyenne des dépassements de coûts en Europe, puis j'arrive à 170 milliards. À votre avis, est-ce que 170 milliards a plus de bon sens? Je vous pose la question. Non, parce que c'est des extrapolations. C'est virtuel. Mais ce chiffre-là, en réalité, il n'existe pas pour vrai. Est-ce que le fait que le gouvernement fédéral ne peut pas s'engager à limiter le projet à 90 milliards, c'est une extrapolation, à votre avis? Qu'est-ce que vous demandez 40 milliards basés sur 200 Ben non, mais le chiffre n'existe pas. Donc, OK, mais... Vous basez votre jugement sur un chiffre qui n'existe pas. Non. C'est une estimation basée sur un certain nombre de scénarios. Puis si on veut discuter de combien va coûter ce projet-là, il existe plusieurs projets de TGV dont le prix a explosé. Et lorsqu'on pose la question au gouvernement fédéral, est-ce que vous pouvez vraiment vous engager à ce que ça coûte seulement 90 milliards? Je répète le chiffre. 90 milliards. Savez-vous qu'avec 90 milliards, on peut régler pas mal l'entièreté du déficit d'entretien d'infrastructures? Hôpitaux, REM de l'Est, des projets, là, puis des choses urgentes au Québec, il y en a. Et une grave erreur, je pense, dans l'analyse de ce projet, en ce moment, dans le dialogue, c'est de penser que l'argent du fédéral, c'est pas notre argent. Le fédéral doit faire sa part en infrastructure au Québec. On envoie nos impôts à Ottawa, on est en droit de demander à ce que l'impôt revienne. Si l'impôt revient sur un projet qui n'est pas urgent et qui coûte 90 milliards, il y aura des conséquences sur la disponibilité des fonds pour des besoins urgents, hôpitaux, écoles... Quelque chose qui existe, là. Qu'est-ce que vous répondez à Denis de Belleval ce matin? Qui dit que vous tirez dans le pied sur le TGV, là. C'est un des fondateurs du Parti québécois. Oui, évidemment, mais en même temps, c'est sûr que sur 50 000 membres au Parti québécois, tu peux en trouver un puis le mettre en vedette qui sera en désaccord avec l'une ou l'autre des... Vous pensez que c'est un cas isolé? Parce que ça rejoint beaucoup de commentaires que je reçois. Tu sais, quand M. de Belleval dit c'est comme si on excluait le Québec du monde moderne. C'est pas la première fois qu'il fait ça en passant. Hein? Il était sorti exactement dans les mêmes termes sur l'amphithéâtre de Québec, comme quoi il reconnaissait plus son parti, là. Donc, on peut toujours prendre un individu. Nous, on prend des experts qui nous disent on doit couper moins de rubans, inaugurer moins de nouvelles infrastructures et se concentrer sur le maintien des infrastructures. Je me souviens qu'il y a des députés du Parti québécois, après ça, qui ont claqué la porte. Donc, c'était certainement pas un cas isolé. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la non, mais si vous voulez faire le parallèle, on va le faire. Mais si on revient dans le cas du TGV, vous croyez que l'opinion de M. de Belleval, c'est un cas isolé? Non, que c'est une opinion parmi d'autres. Et moi, je vous dis qu'on se fie sur l'opinion d'experts qui nous disent, au Québec en ce moment, moins de rubans, plus d'entretien d'infrastructures désuètes. Nos hôpitaux tombent en ruine, nos écoles tombent en ruine, nos routes tombent en ruine, puis il y a des projets d'infrastructures de transport collectif, comme dans l'Est de Montréal, qui n'ont pas avancé.
Donc, si des sommes sont disponibles du fédéral, c'est notre argent, elles devraient nous revenir, elles devraient aller sur les besoins urgents avant. Ça, vous faites de l'opinion, monsieur. Si le fédéral... Ça, c'est de l'opinion. C'est parce que c'est pas de l'argent que vous êtes capable d'aller chercher du jour au lendemain. C'est votre opinion. C'est la réalité. Sur le PEC, vous faites quoi? Vous prenez le pouvoir, je veux dire, en advenant vous prenez le pouvoir, vous faites quoi avec le PEC qui a été ouvert maintenant? Bon, là, juste pour être bien clair, il y a plusieurs drapeaux rouges qui sont levés dans ce qui a été annoncé par le ministre Bonnardel hier. Il offre une première période sans plafond où tout le monde pourra réappliquer au PEC qui répondait aux critères en 2025 au moment de la suspension du programme. Il y a une estimation des chiffres entre 8 000 et 12 000. On ne sait pas trop ça vient d'où. Dit que ça va cadrer dans les seuils pluriannuels qui avaient été établis. Mais rappelez-vous que le ministère de l'Immigration, pendant la course à la direction de la CAQ, est arrivé avec un chiffre de 126 000. Ce qu'on voit, là, ce que nous, on perçoit, premier regard qu'on jette là-dessus, c'est que c'est encore une fois un travail comme la CAQ l'a déjà fait, un travail qui est bâclé, un travail qui est fait rapidement. Il ne sait pas trop c'est quoi les chiffres, il ne sait pas trop où ça va nous mener, parce qu'après ça, il va y avoir d'autres périodes d'ouverture de l'accès au programme. Puis moi, ma grande crainte avec ça, c'est qu'on refasse exactement ce qu'on a fait, ce qui a été reproché à la CAQ lorsque le PEC a été suspendu, c'est-à-dire créer des attentes, parce qu'on ouvre le programme sans plafond aux étudiants, aux travailleurs étrangers, puis ça va créer, on va revenir à la case départ, là. À moins qu'on attache les mains du Québec encore pour des années en matière d'immigration économique. Nous, ce qu'on va faire, notre position a été très claire là-dessus. Pour nous, c'est droit acquis pour les personnes qui étaient en vertu du programme québécois Travail étranger temporaire au moment de la suspension du PEC en 2025. C'est ces gens-là, on veut circonscrire l'accès à ce programme et à la résidence permanente à ces gens-là. Et nous, on avait une estimation à peu près du chiffre que ça pourrait représenter. Ça cadre avec une politique qui nous apparaît saine, qui nous apparaît honnête, équitable en matière d'immigration. Refermer ce qui était ouvert. Notre position a toujours été claire là-dessus. Si la CAQ, pour des raisons souvent électoralistes, à la va-vite, fait un programme bâclé où on ne sait pas trop où ça nous mène, nous, on va mettre de l'ordre là-dedans avec des bonnes politiques publiques en immigration. Question sur question, si je peux me permettre. Sur le TGV, M. Saint-Pierre-Plamondon, est-ce que votre pensée peut évoluer? Si le fédéral, ce que je le concède, il n'y a pas de données probantes sur les retombées économiques favorables pour le Québec en ce moment. Si Ottawa prouve que ce projet-là est favorable et bénéfique pour l'économie québécoise, est-ce que votre pensée peut évoluer et peut éventuellement susciter votre adhésion à l'égard du TGV? C'est plutôt si on constate que les besoins les plus urgents sont comblés par ces fonds fédéraux qui nous reviennent, parce que c'est notre argent qui doit nous revenir. Et là, le subterfuge, c'est de nous faire croire qu'il y a des sommes qui existent au fédéral pour de l'infrastructure au Québec seulement si on fait du nation building canadien, mais que la somme disparaît si on parle du REM de l'Est, de l'entretien de nos hôpitaux, puis de l'entretien de besoins urgents. Et ça, c'est vraiment un faux raisonnement. Donc, un gouvernement du Parti québécois va exiger du gouvernement du Canada que nous reviennent les sommes pour lesquelles on a contribué à travers nos impôts dans les besoins qui sont identifiés comme urgents sur une base démocratique et non pas sur la discrétion de Mark Carney et ses amis. Et ça, cette demande-là, c'est la plus responsable parce que les études démontrent qu'on doit se concentrer sur le déficit d'entretien qui est chiffré à 40 milliards. Est-ce que c'est logique de mettre encore bien plus de milliards sur un projet qui est moins urgent? C'est une question de logique. Parce que je voyais M. Blanchette hier sur X écrivait « Et si on prenait juste le temps de travailler comme du monde, 1 an, 2 ans de plus, c'est pas exactement mettre le projet aux poubelles, c'est prendre le temps de faire les choses comme du monde. » Le gouvernement, le Parti québécois aspire à gouverner au gouvernement du Québec. Ce n'est pas la même mission que celle du Bloc. Donc, nous, évidemment, que notre vision est en fonction de l'état du PQI, parce qu'il faut faire le lien aussi avec les demandes des municipalités. Moi, j'ai eu des rencontres légitimes, là, des demandes légitimes des municipalités qui nous disent on est devant un déficit d'entretien spectaculaire. Est-ce qu'on peut créer un fonds à même le PQI ou est-ce que Québec et les villes contribuent pour reniper, pour rénover tout ce qu'il y a de désuet? Mais si on fait ça, on a moins de place pour des nouveaux projets au PQI qui est déjà une file d'attente qui déborde. Donc, vous comprenez que dans ce contexte-là, évidemment qu'en politique québécoise, l'angle va être beaucoup sur est-ce qu'on a la capacité de rénover l'infrastructure désuète. Et ce que le Bloc a fait, c'est de soulever un autre pan qui est problématique, duquel j'ai moins parlé, mais ils ont raison sur toute la ligne, c'est de dire regardez correctement
dans le détail, là, regardez tous les problèmes qu'on identifie dans ce projet-là, notamment sur le fait que il y a des expropriations sans évaluation, il n'y a pas de transparence, il y a plusieurs risques au niveau des coûts parce qu'on n'a pas évalué correctement le projet. Tous ces manquements-là font également partie de la prudence que nous, on veut incarner dans ce dossier-là, à savoir que ça ressemble beaucoup à un éléphant blanc à la Nordvolt, c'est-à-dire que c'est très populaire au moment de l'annonce, mais si on ne pose pas les questions de est-ce que c'est bien ficelé, combien ça va coûter, puis est-ce que vraiment ça répond à un besoin qui est logique dans les circonstances, si personne ne fait ce travail-là, bien, des fois, ou en fait souvent, on se retrouve dans des dossiers comme Nordvolt, où faites référence par exemple au chemin de fer canadien. Si on retourne dans les grands œuvres, parce que M. Carney se vante que c'est le plus grand projet de l'histoire du Canada depuis très longtemps, mais l'histoire du Canada est remplie de gaspillage des fonds publics à travers des projets comme ça qui se veulent pharaoniques, mais également douteux dans la manière d'avancer l'agenda et de gérer le projet. On Thomas Gerbet story. Yes. Sorry, we have to jump in English. On Thomas Gerbet story. I'm there. I'm there. You are there. Glad you are. Okay. 2 years ago, yeah, 2 years ago, MNAs adopted a law to better protect whistleblowers. Yes. What's happening? You're supposed, I mean, like this law. But that was my point earlier. I said, I mean, we have the framework currently to protect whistleblowers, but we're before acts or decisions that are irregular, maybe illegal. So, from an ethical standpoint, what has been revealed by Thomas Gerbet is really troubling. So Christine Fréchette will need to come with very clear answers as to how that process was conducted so that the employee never got a chance to say anything. The political power, namely Christine Fréchette, knew about that guy being fired, and yet it was not announced. I mean, how can you explain that? So it looks like the political, the CAQ used UPAC for political purposes and put in place an inquiry, and they knew the end result before there was an equitable hearing of that employee and an equitable process to find out what were the facts. So that's very, very troubling in terms of interference. And they may not be related. The document that was revealed, They may or may not. they may not. But we know But since when UPAC is supposed to chase sources? that's the real question. I think that's the only question this morning. Since when in Quebec, and I will repeat it in French in case, since when in Quebec, UPAC's job is supposed to chase whistleblowers? What's going on? And this is very, very serious. It's really serious in terms of ethics. On the TGV, since you're there, why you haven't consulted mayors of biggest cities? We have the reactions of Quebec City Mayor, Montreal Mayor, Gatineau Mayor, Laval Mayor, Trois-Rivières Mayor. They were all in shock that to hear your position on the TGV. They shouldn't. They shouldn't be in shock for a simple reason. Yes, I talked to them a week and a half ago, and you know what we discussed? The deficit in infrastructure, and they asked for the government of Quebec to create a fund where both cities and government of Quebec have reserve funds for simply renovating current infrastructures. If the government of Quebec does that, it doesn't have the funds for all the projects that are in line currently in the PQE. So in terms of coherence, if there's money that is ours coming from Ottawa in that context, you cannot put $170 or $200 billion in one project that is not urgent, while requesting from the government of Quebec to deliver all new projects and create a fund at the same time to renovate all the 40 billions of deficit we have in
renovating our current structure. So it's just a matter of coherence. You cannot have your cake and eat it. And funds are not unlimited, and funds from the federal, if they go in the TGV for more than 100 billion, they will not go in a REM de l'Est to have infrastructures for collective transport. They will not go in a tramway in Gatineau. They will not go in hospitals that are in line and that are actually absolutely dysfunctional. So we need to make a decision that is coherent with needs that are legitimate from cities saying we have a huge deficit in renovating our current assets. And I think our position is just coherent with the will of renovating those assets. Do you think the train could be the next Northvolt, you said? The next one? High-speed rail could be the next. I'm just saying that when we took, I think we can say a hard stance on Nordvolt from the beginning, the narrative was that it was the biggest announcement since the Bay James, and it was such a positive moment. Why does the PQ criticize things that are so positive and so on? And with time, we realized that when a project has a lot of red flags and a lot of lack of transparency, lack of planning, lack of evaluation, and proposes also to expropriate without a due process, all those red flags have to be mentioned, have to be considered in time. Otherwise, sometimes, often, you're stuck with an Nordvolt. Public funds that are down the drain. Does the federal government need the government of Quebec's support if the government of Quebec is not putting any money into this train for it to come into the province? I'm genuinely curious. Of course, because what we're before essentially is half of our tax is going to Ottawa, and they want to determine the needs in infrastructure based on their interest and not the democracy and the needs of the population in Quebec. So, of course, the National Assembly will have their word on that, and a government of Quebec will tell the federal government, if you really have 200 billion to spend on that project and infrastructure in Quebec, we ask you to spend that money where it's badly needed before you do such a project. And the way the project is set up is very likely to create a price that is out of control and hence waste of public money. So that's going to happen. I think very likely, it's really likely to happen, that dialogue. But then Carney says that, we have 44 seats in Quebec. The Quebecers voted for us, and this was a key part of our platform. Sure, and we'll see for who they vote at the National Assembly in October. I'd just like to understand a little bit better your position. What delineates, what you're saying is you would have an acquired right. What the announcement yesterday was at least the first phase is an acquired right. So what's the difference between the first phase of the government announcement and what you're saying? What we observe is that the government doesn't have any numbers. It doesn't know how many people is going to be involved. He's opening the PEC for political reasons because it was a promise that had been made by the premier. And again, we see a CAQ that has been doing always the same, working quickly, working badly, with a plan that doesn't have all the equation. We don't have all the facts in front of us on what it means. So for us, exactly, the difference is for us, it's limited to the people who were here at the moment where the PEC was suspended in 2025, that were with the Quebec program for foreign workers that were here. So it's circumscribed. We have a clear idea where we're going. The CAQ doesn't have a clear idea, and that's worrisome. That's worrisome.